les féministes, elles sont où, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas le féministe. Le féminisme, le vrai. C'est pas ça. Là, tu as eu pas mal d'invités, Assil. L'invité qui t'a marqué le plus? Bonjour à tous, nouvel épisode de BBH ITW. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Aujourd'hui, voilà, on va interviewer quelqu'un qui fait un peu le même métier que nous, on va dire. Bonjour Assil. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci de nous avoir accueillis chez toi ici, dans ton studio. Ouais. C'est un réel plaisir, un réel honneur. On va commencer tout doucement et je pense que j'ai regardé les interviews, peut-être qu'on ne te pose pas assez cette question-là, mais ton enfance, ta scolarité, on va commencer un peu par les débuts. C'est qui est Assil, en gros? L'histoire, elle est un peu longue. Pour moi, c'est vrai que j'ai pas fait d'épisode là-dessus. C'est que moi, je suis un enfant d'immigré. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en France, et c'est une date qui va parler à pas mal de monde, c'est le 9 septembre 2001. Ah, ok. Si tu regardes bien le calendrier, c'est pas la meilleure date du monde, mais voilà, moi j'étais en Afghanistan de base et je suis venu en tant qu'immigré en France avec un statut de réfugié politique. Okay. Ça, c'est un statut un peu particulier, c'est que c'est les seuls à l'époque qui étaient autorisés en France normalement à venir et à bénéficier de la naturalisation. À l'époque, tu avais ce droit-là, tu pouvais être naturalisé si tu venais pour une raison valide. Donc c'est pour ça que c'est comme ça que moi, en quelques années, j'ai eu la naturalisation en France. Et on a eu ce truc de, quand j'arrive en France, il fallait que j'apprenne le français. Et le français, tout le monde sait que c'est une langue qui n'est pas facile, avec les exceptions, les règles, tout ce qui va avec. Donc effectivement, moi je suis parti là-dessus. On a appris le français très rapidement, en 4-5 mois. Derrière, j'ai suivi une scolarité normale. Et tu es venu directement à Mulhouse ou tu étais... Colmar. Colmar de base. On est arrivé à Colmar parce qu'on avait de la famille là-bas. De base, tu sais, quand les gens viennent du sud, surtout de l'Afghanistan et des pays comme ça, leur objectif, c'est de partir à Londres. Toujours atteindre, parce que c'est anglo-saxon. Exactement. Voilà, même historiquement, les immigrations, tu vas tout de suite en Angleterre, dans des pays anglophones. Le truc, c'est que mon oncle, avant nous, avait échoué. Tu sais, c'est un truc d'immigrés. Quand tu arrives à Orléans et en haut, tu essaies de passer la Manche, mais des fois, ça ne passe pas. Et mon oncle, ça n'avait pas passé. Donc, il est revenu en Alsace, vu qu'il avait de la famille. Et il s'est installé là, et vu que ma mère, c'est son frère, on est venus nous aussi en Alsace. Colmar, on a fait une scolarité classique, tranquille, jusqu'à quand au bout d'un moment, en fait, on a bougé un petit peu en Alsace, quoi. On arrive à Mulhouse, on finit par acheter un truc, un bien immobilier, dans un quartier qu'on ne connaissait pas à l'époque. Tu sais, c'est le quartier de Bourtuillère, pour ceux qui connaissent. C'était un quartier à l'époque, parmi les, je crois, le top 10 pires quartiers de France. Tu vois. Donc... on s'installe là-bas, on ne sait pas. Voilà, je fais ma scolarité là-bas. La scolarité, elle m'avait l'air facile, tu vois. Tu sais, quand tu arrives en tant qu'Afghan immigré, tout est derrière les livres et les écoles. Donc, on a bien bossé, ce qui fait que derrière, on a eu quelques contacts, notamment à l'époque. C'était le maire de Mulhouse qui s'appelait Jean-Marie Bockel. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais Jean-Marie Bockel, il avait un cousin qui m'a aidé en fait, à rentrer dans un collège privé qui était le collège Jean 23. Qui est le même collège que Jean Messia, tu vois. Voilà, pour la petite anecdote. Pour l'anecdote, voilà. Le même collège que Jean Messia, parce que c'est un collège catholique qui, à l'époque, était géré par des frères, je sais plus quoi. Moi, j'avais Frère Yves, mais c'était des frères comme ça qui géraient le collège. Et je rentre là-dedans. Tu sais, quand t'as ma tête et que t'arrives là-dedans, t'es le seul, tu vois. Bah, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup comme toi. Donc toi, t'arrives avec toute ton énergie. Et j'ai fait ma scolarité là-bas. Ça s'est plutôt bien passé, malgré les galères du début. Après, j'ai fait mon lycée. Lycée, j'ai fait Jeanne d'Arc, mais là, j'étais déjà dedans, tu vois. Jeanne d'Arc, c'était parmi les 15 meilleurs lycées de France, privé aussi. Donc voilà, mais j'étais boursier. J'ai rien payé. C'est eux qui me payaient en plus pour aller à l'école. Parce que j'avais... En fait, tu avais un bon rapport en général avec l'école et la scolarité. Mais t'as pas le choix. Tu sais, dans la culture un peu perse, afghan, iranien, en général... à l'école, c'est pas une option sacré, pour nous. En fait. Non, les parents, tu peux pas esquiver l'école. Même des fois, on fait des diplômes juste pour leur faire plaisir, tu vois. Ça, c'est fait. T'as fait ton diplôme, tu l'apportes, tu le mets sur la table, tu dis voilà, t'as vu. Et maintenant, tu peux t'envoler. Tu peux faire ce que tu veux. Exactement, c'est ça. Donc, j'ai fait ça aussi, tu vois. Donc, j'ai fait mon lycée, j'ai fait mon truc. Derrière, la fac. La fac, tout le monde sait, hein, franchement, la fac, c'est pas top. Mais j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais jusqu'au bac plus 5. École de commerce, etc. T'es resté là à Mulhouse, en Alsace? Ouais, je suis resté là à Paris, et puis après, je suis revenu un peu. Mais voilà, quoi. Je suis pas allé trop loin non plus. Tu vois. Je suis vraiment resté ici. Tu voulais toujours avoir un média, ou est-ce que c'était ton domaine de prédilection à la base, ou pas du tout, t'étais loin de tout ça? Non, les médias, j'étais vraiment loin, dans le sens où moi, tu sais, quand t'es petit, jeune, quand on t'explique des trucs au lycée,
l'économie. Moi, j'ai fait ES à l'époque. T'avais les bacs, c'était pas comme aujourd'hui, je crois. Oui, que les bacs, c'est S, ES, c'est L. c'est S, ES et L, tu vois, littéraire. Ouais. Moi, j'ai fait économique et social, mais quand on te parle de Marx, de Keynes, tu t'en fous, tu comprends rien. Tu fais pour avoir la bonne note, mais tu n'as aucun sens d'où est-ce qu'on va. Donc, tu fais sans savoir. Donc, les médias, pour moi, j'étais super loin de ça. Les médias, le truc, moi, je voulais juste un métier. Tu voulais juste un métier, tu veux juste gagner de l'argent suffisamment, nourrir ta famille, et il n'y a rien qui te prédestine à ça. C'est en grandissant, en vieillissant même, en touchant au salariat. Ça, c'était ma pire expérience. Tu vois, quand tu commences à toucher le salariat et à te sentir un petit peu esclave, tu vois. Tu arrives dans un truc, on te dit, bon, bah, maintenant, pour les 40, 50 années à venir, tu arrives à 8 heures, tu vas travailler jusqu'à midi, t'aimes pas, on s'en fout. Mais tu vas travailler jusqu'à midi. Après, vu qu'on est gentil, on te laisse manger, tu vois. 1 heure, 2 heures selon l'entreprise. Après, tu recommences. Je te reprends encore 4-5 heures de ton temps jusqu'au soir 19h, 20h. Et ça, tu vas le faire pendant les 50 ans. Et tu sais, ça m'est resté là, tu vois. Ouais, tu t'es dit, en fait, tu voyais pas faire ça. Je peux pas, j'ai pas la force, les gars. Ça, c'est un truc, je peux pas. Je vais m'éteindre. Je vais m'éteindre, je vais pas y arriver à ce truc de salariat, mais t'es obligé de continuer. Il te faut de l'expérience, il te faut un CV, il te faut quelque chose. Tu dis, bah, tout le monde fait ça. T'as ce truc mimétique un peu où tu dis, bah, attends, si lui il fait ça, les gens, ils ont fait ça depuis des siècles. Tu sais, quand t'es dans un quartier, déjà, ton premier truc, c'est de pas finir en prison. Ouais, c'est ça. Quand t'es dans un quartier, déjà, quand tu vois les mecs qui sont là, tu vois les mecs qui tiennent les murs, tu vois les mecs qui vendent tout ce qu'il y a à vendre, ils se font de l'argent comme ça. Toi, tu dis, bon, j'espère que je vais pas finir là non plus, tu vois. Quand tu vois d'autres qui finissent par perdre la vie, en scooter contre un arbre ou dans une bagarre avec un sabre et tout, que toi, t'as vu, tu dis, bon, Inch'Allah, je finis pas comme ça, tu vois. Clair. Tu veux juste t'en sortir au départ. Mais il y en a qui veulent pas. C'est un truc que je comprendrais pas. Quand les mecs ne connaissent pas le quartier, ils fantasment sur le quartier. Oui. Que ce soit les filles, les garçons et tout. Les rappeurs, le gars de quartier, le rappeur, le gars qui truc. Non, frère, nous, on y était. On veut pas faut leur dire. On veut pas y retourner. C'est pas la vie rêvée. Non, mais tu le vois. Parce que ceux qui le vivent, ils veulent vraiment s'en sortir. Et ceux qui le fantasment et qui l'ont jamais vécu, eux, ils veulent y aller. Waouh, c'est trop bien. Même à l'époque, quand t'es petit, tu comprends pas. Mais tu sais, quand les filles, elles te parlent à l'école et tout, moi, elles savaient. Au collège, lycée, que j'étais un mec de quartier, truc. T'es un peu le... On te regarde mal, on t'aime pas trop, mais t'es quand même... On te kiffe bien, tu vois. T'es le bad boy un peu. Ouais, t'es le bad boy. Nous, on voulait pas. Lâche-moi. Je veux pas de bad boy. Et surtout que, en fait, ça mène à rien. Ça mène à rien. Au final, genre, il faut juste dire ça, c'est que ça mène à rien. Après, bon, c'est le problème. Là, on ouvre une petite parenthèse, tu vois. Si, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'après, c'est ce qu'on véhicule à travers les chansons, le rap surtout, les réseaux sociaux. Ouais, lui, c'est un mec de quartier, du coup, c'est un gars dangereux, machin, nanani. Mais regardez, 90% des mecs, entre guillemets, dangereux, alors qu'ils sont pas dangereux du tout, mais bon, on va dire ça comme ça, comment ils finissent? Non, mais finissent. C'est des rappeurs, les gars. Voilà. C'est des rappeurs. Et qui ont une sécu, qui ont des gens. Et les rappeurs, dès que ça marche pour eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent le quartier. Oh, mais c'est le premier truc. C'est le premier truc qu'ils font. Et même, j'ai fait une interview de Benab sur ma chaîne. Benab, qui est un super rappeur que j'ai kiffé trop quand j'étais plus jeune. Moi, je l'avais découvert en 2018-2019. Il rappait bien, mélodie et tout. Tu kiffes, t'écoutes en tant que jeune. Sauf que quand je l'ai rencontré en vrai et qu'on a discuté parce qu'il a arrêté la musique pour des raisons religieuses, il m'a dit, bon, ouais, c'est vrai que le 3/4, ce qu'on chantait avec Maës et tout, bah, c'est faux. Je dis, moi, je sais que c'est faux. Toi, tu sais que c'est faux. Viens, on le dit. Maintenant que tu as arrêté la musique, viens, on le dit, comme ça, au moins. Les jeunes savent que... Sauf qu'en fait, quand tu parlais des médias et pourquoi est-ce que j'étais prédestiné à ça, on nous propose pas ce genre de truc. Quand tu es au quartier, on te dit, bon, soit tu finis ingénieur, médecin, des métiers où ça rapporte vraiment, soit footballeur, rappeur, humoriste, pour certains. Ils essaient de... Mes frères, tu sais très bien que le pourcentage de ceux qui essayent et ceux qui réussissent, c'est beaucoup de prétendants, très peu d'élus. Pour revenir un peu donc, Assil, à notre interview, donc comment est né Team Assil? La chaîne, les médias, projet. En fait, Team Assil, moi à l'époque, c'était ce truc Team Assil, c'était le fait d'être une équipe et de suivre et d'avoir une communauté. Je me disais qu'avoir une communauté, c'est plus facile et c'est mieux d'avoir une communauté avec qui tu peux partager des trucs, essayer de construire ça. Donc au départ, je me dis, qu'est-ce qui existe sur Internet? Ce qui existe, c'est les lives. Les lives, ça existe, Twitch, les jeux vidéo, etc. Et moi, à l'époque, comme beaucoup de jeunes, on se la donnait à FIFA, tu vois. C'était vraiment le jeu de foot, FIFA, c'était trop. Je me dis, bon, je suis bon au jeu,
je sais jouer. Tu sais, il y a 10 divisions sur FIFA, je sais pas si tu sais. Oui. Et il y a les divisions élites. Okay. Nous, on était toujours en div élite, on était vraiment bons dans le truc. On se dit, bon, viens, on lance comme ça. C'est 2021-2022, après le Covid. Okay. Quand même pas mal, parce que j'ai raté la vague Covid 2020. Parce que 2020, tous ceux qui sont lancés en 2020, ils ont percé, tu vois. Assez facilement, parce que personne n'avait rien à faire pendant le Covid. Donc, ils réussissent. Et tout le monde était sur les réseaux. Donc exactement. Moi, à cette époque-là, j'avais mon deuxième travail. Donc, deuxième salariat. Parce que le premier, je l'arrête parce que je me dis, ah, c'est bon, stop. Tu vois. Je travaille dans les voitures. C'est bien. C'est sympa. En plus, j'avais un pote. Je me suis fait un pote, d'ailleurs. C'est devenu mon meilleur pote. Le responsable de la concession. Mais je peux pas, frère. Je peux pas vivre ça. De lundi au samedi, plus porte ouverte, je peux pas. C'est vraiment un truc, moi, j'ai besoin de temps. Et j'ai besoin de réfléchir, de faire des choses. Je peux pas rester dans une concession. Enfin, bref, j'arrête le taf. Je prends un autre taf où il y a moins d'heures. Il y a plus d'argent. L'immobilier. Je me dis, bon, c'est quand même sympa, mais ça me suffit quand même pas, tu vois. J'arrive pas. Et je me lance dans ces lives FIFA. Je me lance sur ces lives et je me dis, bon, vu que je suis bon, les gens vont venir. Vu que je propose de la qualité, en termes de contenu, en termes de ça va venir. C'est sûr que ça va venir. Donc, je me colle et je poste 10 TikTok par jour. Je poste 10 TikTok par jour, extraits de mes lives. Donc, ça monte vite, en même pas 6 mois. Des capsules, là, exactement. Appelle, Sauf que moi, j'ai compris une stratégie qui est très simple et que toi, je pense que tu as compris aussi. Aujourd'hui, c'est pas tu postes une vidéo par semaine, tu dis oh, j'ai posté. Ah non. C'est impossible, frère. Non. Ceux qui veulent se lancer, sachez que c'est trop dur. Donc, ouais. je commence, je fais des lives de 2 heures à peu près, parce que je deviens papa en même temps et tout, c'est trop dur. J'essaie de live 2 heures. Sur les 2 heures, j'essaie de sortir 10 vidéos, 15 vidéos que je poste en chaîne. Bah oui. Comme à l'usine. Bah oui. Tous les jours. T'envoies. Je live et j'envoie. Ça monte vite. En 6 mois, j'arrive à faire 100 spectateurs à peu près réguliers sur Twitch, ce qui est très très dur. Avoir 100 personnes sur Twitch régulièrement, c'est trop dur. Sauf que je vois qu'en fait, je suis enfermé. Je suis enfermé dans un truc de jeu. Il y a des gens qui viennent, mais ils parlent que de jeu. Moi, je voulais parler du monde. D'autres choses. Et c'est impossible. Donc je me dis, bon, ça me va pas ça non plus. Toujours insatisfait. Donc non, j'arrête ce truc. Je me dis, bon, là, on est fin 2024, début 2025, tu vois, quand même. Je me dis, je vais essayer de faire ce truc des podcasts parce que je suis vidéaste de métier. J'ai quasiment tout le matos. Je vais encore acheter, je vais encore investir tout mon argent et je vais commencer à interviewer des gens, tu vois. Parler un peu avec des gens, ouvrir un petit peu, voir ce que ça donne et voir ce que je vaux sur Internet. Parce que tu peux toujours te croire fort sur Internet, mais une fois que tu t'attaques au terrain, tu te rends vite compte qu'en fait, t'es nul. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est beaucoup plus dur. Et c'est là où j'ai commencé à prendre comme toi, quelques gars de la région, quelques personnes, des gens de la muscu, des gens du sport, de la région un petit peu. Et les gens, ils ont dit, c'est bien ce que tu fais, tu vois. C'est bien ce que tu fais, c'est stylé, il y a de la qualité, tu proposes, il y a des bonnes questions, il faut que tu te formes et tout, mais c'est pas mal. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire. Je continue mon travail. Mais le but à la base, c'était quoi? D'avoir une communauté. D'avoir une communauté, de discuter et d'avoir des idées que, tu sais, j'en avais marre de CNews, BFM, Touche pas à mon poste, trucs comme ça, tu vois. On est toujours devant Touche pas à mon poste à l'époque. Tu sais, c'est une émission que je suis depuis très longtemps. Bon, j'ai arrêté depuis 2-3 ans, mais c'est une émission qu'on suivait tous les soirs. Et quand on regardait avec ma femme, tu vois, devant la télé, elle se disait hey, tu penses quoi de ça? Tu penses quoi de ce truc qui vient d'arriver? À l'époque, il y avait Balance ton poste aussi, avec Karim Zeribi, avec des gens politiques et tout. Et à chaque fois, ma femme, elle me demandait mon avis. Je dis, ouais, tu t'en penses quoi? Pourquoi tu dis pas ce que tu penses et tout? Parce que franchement, ton avis, il est vraiment bien. Il faut que tu le dises sur Internet, que ça a marché. Et donc, on lance notre podcast à nous en face, où c'est moi qui prends la parole, et les invités à côté. Je me dis, bon, viens, on regarde ce que ça donne. Et en fait, ma vision, elle a évolué sur l'année 2025. On a sorti pas mal d'interviews, on a rencontré pas mal de monde. Et c'est là où, quand tu plonges la tête la première dedans et tu regardes qu'est-ce qui se passe dans le monde, est-ce que toi, tu peux changer un petit peu? C'est là où tu dis, ah ouais, en fait, c'est un monde d'hypocrites, tu vois. C'est un monde d'hypocrites, les gens sont faux, CNews, c'est de la merde, BFM, c'est de la merde. C'est des gens qui ils disent ce que tu veux, ce qu'ils veulent eux, pardon. Ce qu'ils pensent, ils façonnent le cerveau des gens, et toi, tu es obligé de gober. J'ai dit hors de question. Ça marche pas. Ça, on y reviendra Je veux pas. Un peu après. Et c'est à quel moment, Asil, tu t'es dit, ouais, ok, là, mon média, je pense qu'il y a quelque chose à faire et je pense que ça va marcher. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où... Un moment très précis, c'est quand je me suis clashé sur Twitter avec Fabrice Divisio. Ok. Tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il fait là avec Fabrice Divisio? J'avais dit à un moment que l'islam, c'était une chance pour le christianisme. Et qu'en fait, l'islam, c'était la seule religion solide en France. Et ça passe pas. Donc,
Mais je le pense encore, tu vois. Je pense que l'islam, c'est la religion la plus solide en France parce que c'est la seule qui se soumet à rien et qui suit ses codes au-dessus de n'importe quel autre code. Et Fabrice Divisio, il m'avait rejoint sur Twitter parce que ma vidéo, en fait, elle tournait partout. Elle tournait partout sur Twitter. Il disait c'est qui ce mec? J'avais tous ceux qui étaient pour. C'était ma première sauce, on va dire, que j'ai pris sur Twitter. Et c'est qui ce mec? Pourquoi il parle d'islam? Pourquoi il parle de christianisme? Le christianisme est là. Je disais non, les mecs, les églises sont vides. Elles deviennent des basic fit. C'est ça la vérité. Si vous aimez cette vérité ou pas, peu importe. Mais c'est réel. Basic Fit rachète des églises et fait des salles de muscu dedans. Parce que vous n'y allez pas. Et Fabrice Divisio, il était d'accord avec moi parce qu'il disait que c'est une chance. Parce qu'en fait, quand les chrétiens voient les musulmans pratiquer leur religion à l'Aïd, au Ramadan, etc., eux aussi, ils se disent bah attends, nous aussi, on appartient à une communauté. Nous aussi, on va aller pratiquer notre religion, mais peut-être la vraie. Tu vois, pas le christianisme où samedi soir, tu es en boîte, en mini-short et tenue décadente, et le lendemain, tu vas à la messe, tu vois. Ou encore, 9 fois sur 10, tu rases la messe. Et il pensait ça comme moi. Donc, il partage ma vidéo et je le contacte. Je lui dis, bah, vu que vous avez repris ma vidéo, on n'a qu'à discuter en face et je vous propose une interview. Pas un débat ou quoi, une interview simple. Et là, bah, un peu comme aujourd'hui, il m'a proposé de venir, lui, dans son studio, à Paris, et de faire une vidéo. Donc, on fait une vidéo de 2 heures, je la découpe en 3, je la poste. Et ça fait un peu de bruit, pas trop non plus. Tu vois, ça fait pas des milliers de vues. Mais ça fait quand même pas mal de vues. C'était en 2025, ça. Ouais, 2025. Parce que lui, il était connu, je pense, période Covid aussi. Il était très connu. Ouais, après TPMP et son histoire avec Didier Raoult. Voilà, il était très, très, Cyril très connu. Hanouna, forcément. Voilà. Et donc, à ce moment-là, tu vois qu'en fait, ça a été relayé. Donc, tu te dis, il y a quelque chose à faire. Donc, continue dans ce chemin-là. Et je rencontre Divisio, ouais. Donc, et après, quel a été le plus gros défi, on va dire, peut-être au lancement, les difficultés que tu as rencontrées, Assil, pour monter ce média? C'est l'acceptation des gens, tu sais. Quand tu sors de nulle part et que tu essaies d'avoir du monde dans ton média et essaies de te développer, c'est pas facile d'avoir du monde. Ouais. Toi, tu vas aussi te confronter à ça, je pense, petit à petit. Mais c'est pas facile. Parce que tu as une sorte de... Toi, avec toute ta bonne volonté et ce que tu penses, tu te dis, il faut qu'ils acceptent. Il faut qu'ils viennent dans mon média, il faut qu'on discute, il faut qu'on ouvre la discussion. Sauf que lui, il voit aucun intérêt à discuter avec toi. Et ça, faut que tu te Parce que t'es tout petit, en fait, t'es qui, t'as rien à m'apporter. Exactement. T'es tout petit, t'as pas grand-chose à apporter, t'as pas de communauté, t'as pas ce truc, t'es pas légende. Tu vois, t'es pas ces gros médias. T'es pas TF1, exactement. T'es pas M6, ainsi de suite. Donc t'es pas un gros média. Donc quand ils viennent te voir, ils ont pas grand-chose à gagner. À part, chez moi, c'était quand même une qualité supérieure. T'avais quand même tous les efforts de production que je fais et le fait que j'inonde un petit peu les réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, vraiment j'inonde. Quand tu regardes sur 2025, j'ai regardé, sans trop forcer, hein, tu vois, j'ai posté quasiment 600 vidéos. Entre short et vidéos longues, 600 vidéos, ça fait quasiment du 1,5, quasiment 2 vidéos par jour, tu vois. Ce qui est énorme. Donc, c'est un gros chiffre que j'ai fait, et ça a de la puissance, parce que même quand tu es personne, les algorithmes, aujourd'hui, elles t'aident. Si tu inondes les réseaux... et parce que tu es productif, en fait. Exactement. Tu es productif, donc tu as des vidéos qui font 1 million, 1,5 million. Moi, une fois, j'avais parlé d'un concert de Caris, ça a fait 2 millions de vues. C'était une critique, tu vois. C'est pas gentil ce que je disais. Mais 2 millions de vues. Mais surtout que quand je pense tu critiques une célébrité aussi, ça attire les gens. Je critiquais le concert et le fait que quand Caris il fait une vidéo, il fait twerker des meufs avec des tenues, les féministes, elles sont où, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas le féministe. Le féminisme, le vrai. C'est pas ça. Donc, c'était une vision... T'as donné ton avis. Tranchante. C'est une vision tranchante, mais c'est ce que je pense vraiment. T'es allé droit au but. Exactement. J'avais fait une vidéo aussi sur la Gen Z, par exemple. Ceux qui avaient un travail alimentaire, on en parlait tout à l'heure, qui faisait, je sais pas, 8h, 17h. À 17h00, il était dehors. Normal. Je fais un travail alimentaire. Je gagne 1009 ou 1007 ou ce que tu veux. L'heure, c'est l'heure. Commence pas à me demander des heures supplémentaires gratuites. Commence pas à me dire, oh, mais pourquoi tu prends ton après-midi, truc comme ça. Surpassé. J'étais énervé sur le salariat. Je suis encore énervé aujourd'hui. Mais j'étais énervé sur le salariat. Ça fait plus de 2 millions de vues. Et c'est des petites vidéos comme ça qui m'ont propulsé un peu sur TikTok. Ça et qui attire les gens. M'ont aidé à faire une communauté. Tu vois. Là, tu as eu pas mal d'invités, Assil. L'invité qui t'a marqué le plus? Alain Soral. Alain Soral, les gars, ceux qui ont vu les 2 vidéos que j'ai faites avec lui, c'est ce genre de mec qui te met un électrochoc. Tu vois. Mais pas l'électrochoc de tu te dis ah ouais, il a raison, je vais penser comme lui et c'est ça la vérité. Mais ça te pousse au moins à ouvrir des livres,
à lire des idées de ceux qui étaient là avant toi, tu te rends compte que l'histoire est cyclique. Tu te rends compte qu'il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses qui sont évidentes, mais que tu ne vois pas parce que tu es inondé par les médias quand on disait les médias de mainstream. Classique. Exactement. Tu es inondé par eux et c'est eux qui façonnent ton cerveau. Et ça, une fois que tu t'es rendu compte de ça, tu commences à t'en éloigner, à regarder une réalité limite alternative que les gens, ils ont pas envie de te montrer. Et c'est là où tu te dis, bon, il y a quand même une réflexion à mener, tu vois. Et quand je rencontre Alain Soral et qu'on fait la première vidéo, tu sais, quand tu as quelqu'un en interview, j'espère que ça t'arrivera, quand tu as quelqu'un en interview qui, pendant 2 heures, te met une dose de rhétorique, de puissance intellectuelle comme ça, je te jure, t'es sonné. T'es comme ça, tu t'écoutes comme ça, mais t'es limite déconnecté tellement. Tu t'as déjà vu le MMA? Tu sais, quand tu te prends des coups, mais t'es KO. T'es KO. C'est fini. Tu veux juste Tu que sais l'arbitre c'est vienne, voilà. Ouais. C'est mort. Tu sens que t'es en train de perdre le combat. Ouais. Moi qui fais des sports de combat, tu sais, des fois, tu combats avec des gars, tu sais que tu vas te faire rouler dessus. Tu le sens pendant le combat. Ouais. Et ben c'est ça que j'ai ressenti. Tu t'es dit, waouh, 2 heures. Tu sais que je l'ai revu la vidéo. Ouais. Ma propre vidéo. Parce que toi, t'as fait 2 vidéos avec lui? Ouais. Est-ce que c'est... La deuxième, c'est bien meilleur. En fait, c'est un seul tournage que t'as coupé en 2 ou c'est 2 fois C'est 2 fois. C'est 2 tournages bien différents. J'avais fait cette première vidéo avec lui que j'ai revisionné 2 fois. Parce que je me dis, tout ce qu'il a dit, c'était exceptionnel. Il a débité. Il a débité pendant 2 heures. Ça a été repris sur tout TikTok. Il y a des gars qui ont repris ma vidéo, qui me l'ont volé. Ah oui, non, mais à un moment donné, j'ouvrais TikTok, je te voyais que toi. Je me suis dit, mais Assil, je le vois plus que ma mère. Ouais, c'est pas possible, mais c'est exactement ça. C'est vrai. Des fois, c'était même pas moi. Donc moi, non, mais en fait, parce que les gens, ça, beaucoup de gens le font et c'est pas bien. Voilà, on s'adresse à eux. C'est du vol au final. Parce que tu voles du contenu, donc des gens qui ont travaillé. Surtout que ça sert à rien. Mais et voilà, donc ça sert à rien parce que tu vas jamais être monétisé, quoi que ce soit. Donc, et c'est vrai qu'en fait, il y a des gens, ils prennent des petites capsules, comme on avait dit. Et ils vont découper ta vidéo, ils vont la mettre sur leur chaîne et ça marche. Ça a marché. Ça marche parce que c'est Alain Soral. Donc c'est l'épisode un peu dont tu es le plus fier aussi, Assil? Ouais, parce que en général, tu sais, je déteste les vidéos en visio, en truc mauvaise qualité. Ouais, non, c'est non, insupportable. J'arrive pas. C'est trop moche. C'est trop moche. Dernièrement, j'ai eu un clash, un petit accrochage, on va dire, avec Tariq Ramadan. Parce que vis-à-vis d'Alain Soral, etc. Si tu veux, on en reviendra. Mais en gros, Tariq Ramadan, c'est un mec que j'admirais beaucoup. Et j'en ai marre de voir ces gens en visio. Je veux des trucs bien produits. Et c'est notre génération qui fait ça. Tu as quasiment mon âge. Nous, on est jeunes, on regarde une vidéo. Dès que le son il est pourri, ça, tu skippes. Tu skippes. Parce que les standards, ils sont élevés. On n'est plus dans les années... et surtout que c'est, on va dire... Ça suffit. C'est accessible maintenant, entre guillemets. Bon, peut-être un boîtier de bonne qualité, c'est pas, mais on n'a plus besoin de 40 personnes derrière pour un tournage. Enfin, voilà, c'est accessible, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire, mais après, voilà, il faut le faire. Voilà, c'est juste ça. Il faut le faire. Avoir la volonté. Ça coûte de l'argent, tu vois. Quand tu regardes chaque micro que là, tu as devant toi, les caméras qui y a autour, le son, le montage. Le montage, les logiciels, et ainsi de suite. Ça met énormément de temps, surtout quand tu as envie d'être productif. C'est ça. Quand tu regardes... Et on n'a pas le retour sur investissement directement aussi. T'as rien. Au départ, t'as rien. Voilà. C'est ton argent, tu postes et t'as rien. Quand je t'ai demandé pour la monétisation tout à l'heure, au départ, t'auras que ça. Non, mais t'as rien. Et c'est des centimes. C'est des petites deniers, tu vois. Les gens, ils vont voir 1 million de vues, ça va apporter 1 million d'euros. Mais bien sûr. Non, loin de là. Ça n'a rien à voir. C'est juste, en termes d'argent, tu t'en sors pas. Et effectivement, quand tu investis, t'as comme envie d'avoir un retour sur investissement. Et surtout, si t'as envie d'inonder les réseaux. Par curiosité, tu sais, des fois, on regarde à la fin de Légende, d'un épisode de Légende, n'importe lequel. À la fin, tu sais, ils mettent tous les gens qui ont bossé dedans. Ils sont genre 36. Ah, mais oui. C'est ce que je dis à Idriss. C'est que nous, on est 2, 3. Des fois, on est 3. Mais quand tu vois les gens, ce qu'ils ont derrière, par exemple les jeunes, ainsi de suite. Après, voilà, Guillaume Play, je pense aussi, lui, parce qu'il vient du média, il vient de ce milieu-là, il a les contacts, il a tout. Donc, la qualité, elle est forcément là, mais c'est là où je le respecte. Parce qu'il propose un truc de qualité. Quand tu écoutes dans ta voiture, chez toi, et tout, il y a une qualité qui est proposée. Et je veux proposer cette qualité à ma hauteur, la plus belle possible. Justement, suite à ces épisodes-là, Assil, est-ce que tu as reçu des menaces, des messages comme ça, un peu haineux, on va dire, sur les réseaux Bien sûr. Ça, c'est le jeu.
Ça, c'est le jeu. Et c'est ça c'est vraiment c'est le seul point, frère, où vraiment je dors sur mes 2 oreilles, tu vois. Parce que quand t'es croyant, tu pratiques. Moi, je pratique des sports, je suis vraiment bien dans ma tête, tu vois. Donc, tu peux me menacer autant que tu veux sur Internet. C'est la vie, ça me change pas grand-chose, tu vois. Mais en vrai, pas tant que ça. Ouais. Genre, c'était pas une flopée de menaces. C'était plus, c'est bien. Maintenant, tu représentes la dissidence. Ouais. T'es vraiment le média, t'es vraiment le gars. Il faut absolument que t'en fasses plus. Les gens, ils en attendent plus de toi. Encore plus. Et moi, j'essaie de leur donner encore plus. Ouais. Et c'est vrai que quand tu demandes des gens et que t'as pas la réponse à l'invitation, ce genre de choses, on te répond pas, bah, des fois, t'es frustré parce que tu dis, hey, ma communauté, elle est là. Elle veut voir des gens. Moi, je produis, je fais des bons trucs. Et ça marche pas forcément, tu vois. Mais les gens, ils le voient pas, ça, les difficultés. Justement. Est-ce que toi aussi, tu dis, ouais, moi, je suis prêt à tout pour réussir, pour que ma chaîne grandisse, quitte à aller contre mes principes et mes valeurs? Est-ce que tu es dans ce mindset-là ou pas? Bah, c'est l'embrouille que j'ai eu avec Tariq Ramadan. Pour revenir un peu là-dessus, j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, 2-3 jours là-dessus. Bah, quand l'interview sortira, ça fera déjà 2 semaines qu'elle sera sur la chaîne. Parce que justement, en fait, les gens, ils comprennent pas à quel point la réussite, c'est pas facile. Il y en a qui veulent réussir, mais tu sais, dans leur lit à minuit, en train de dormir, ils ferment les yeux, ils se disent, oh, Inch'Allah, je réussis demain. Sauf que quand tu commences à faire les causes, tu sais que tu dois faire des trucs, tu dois y aller, et tu cherches quelque chose. C'est ce que je disais dans la vidéo. Quand tu es buteur, toi qui as fait un footballeur, sur ton contrat est marqué, tu dois mettre 15 buts. C'est ton travail de mettre des buts. Quand tu es écrivain, tu écris un livre, il faut que ton livre soit vendu. Sinon, frère, je fais un WhatsApp, tu vois. Je te mets toi, je mets ton pote, je mets mes potes à moi, on est 10, on fait une petite visio, c'est sympa, on rigole. Mais c'est pas un média. Quand tu es un média, tu dois faire des vues. Quand tu fais, tu sais, quand tu postes et que ta vidéo, elle fait 300 vues, tu te grattes la barre, comme ça, tu dis, bon, bah, c'est un flop. Tu es triste un peu. Tu es dégoûté parce que tu as travaillé. Tu as fait quelque chose et ça marche pas. La question, c'est pas une question d'oublier ses principes. C'est une question tu dois un petit peu jouer le jeu des médias. Parce que c'est le jeu. Tariq Ramadan, il m'en voulait parce qu'une fois, sur le podcast avec Soral, Soral disait que Tariq Ramadan, c'est un Égyptien payé par les Anglais, etc. Il pense ce qu'il veut. Moi, j'avais fait un clip. Le clip, il s'appelait Soral balance sur Tariq Ramadan. Et frère, si j'avais marqué Soral en sens Tariq Ramadan, t'as la moitié de TikTok qui comprend pas en sens et t'as l'autre moitié qui zappe. Parce que ça les intéresse pas. Donc, si tu dis Soral balance sur Tariq Ramadan, et effectivement, dans la vidéo, il balance, ça crée quelque chose. Ça fait que ça fait des vues et ça pousse. C'est pas pour autant que... Et surtout que derrière, tu proposes au mec de venir. Tariq Ramadan, je l'ai proposé plein de fois. Et avant Soral, c'est ça qui est important. C'est que quand j'ai commencé à faire Fabrice Divisio et que ça commençait à monter, le premier gars à qui j'ai pensé, c'est Tariq Ramadan. Je dis, attends, malgré tout ce qui lui arrive, tout ce dont il est accusé sur des valeurs morales, moi, je vais interviewer le mec qui a écrit 30 livres. J'en ai même pas lu 2 à l'époque. Tu vois, à l'époque où je l'invite, c'était mai 2025. Je me dis, viens, on discute. C'est un mec qu'on regardait tous au lycée. C'est un mec, quand il se clashait sur les médias dont tu parlais, Ardisson, etc. C'était un mec qu'on kiffait, et parce qu'on se disait, bah attends, pour une fois, c'est pas Chalgoumi, tu vois. Ça fait plaisir. C'est quelqu'un qui s'exprime bien. C'est un mec, quand il parle, on va pas dire les musulmans, c'est des cassos. Ça fait du bien. Un mec qui maîtrise un peu le français, qui essaie qui clash, qui fait des débats, et souvent, il est brillant. Donc toi, tu lui parles. Mais tu as ce côté hypocrite un peu, que j'ai pas kiffé. Parce que tu as ce côté, tu as vu, comme tu dis, quand tu es petit, on parle pas avec toi. Mais quand tu es gros, on te dit, ouais, mais tu cherches les vues. Ouais, mais c'est le jeu. Tu fais quoi alors? Et tu fais quoi alors? Tu vois, c'est clair. Quand tu perds tes principes, c'est quand tu commences à faire un peu du putaclic. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, que ce soit les femmes, les hommes, etc., qui feraient des vues, mais je les fais pas. Parce que je me dis, là, c'est peut-être un peu trop, frère. Tu vois. Justement, ça me fait une bonne transition pour ma prochaine question. Quels sont tes critères de sélection pour les invités, en tout cas? Ne pas être insultant. C'est le seul truc. Tu sais, des fois, on m'a dit, ouais, mais t'as pas invité un tel. Déjà, si, j'invite beaucoup de monde. Et après, quand tu commences à insulter l'islam, tu t'éloignes pas mal de moi. Tu vois. Je parle pas avec des gens qui insultent. Il y a juste ça. Tu dis par exemple, l'islam, je suis pas d'accord avec l'islam. C'est une religion qui fait peur. Il y a ça, ce texte, ce hadith-là qui va pas. Il y a eu ça. Est-ce qu'on peut débattre du prophète, paix sur lui, qui a fait ceci, cela? Ouais, on peut débattre. On peut discuter. Je donne mes arguments, tu donnes les tiens, ou même j'organise un débat.
Après, pour moi, même être insultant vis-à-vis à une autre religion, hein, genre, en fait, être insultant tout court, Bien tu sûr. vois, genre, c'est clair. C'est ça. Parce que là, ça va te toucher parce que tu es musulman, donc bien sûr. Mais quelqu'un, par exemple, il est musulman et il insulte les autres religions, bah, je vais pas l'inviter non plus. Et je Exactement. pense que toi, c'est pareil. Mais En c'est fait, ça. c'est le respect. La base, c'est ça, c'est le respect, c'est que tu La parles critique, il faut bien. qu'elle repose Voilà. sur quelque chose. C'est ça, c'est ça. Si ta C'est pas de la critique, elle critique repose. gratuite. Exactement, exactement. Il y en a qui Ouais. parlaient là, actuellement, il y avait l'actualité Mila. Tu te rappelles cette meuf là qui Oui, insultait oui, les oui. musulmans? Bien sûr, bien sûr. Quand elle a insulté actuellement la communauté juive, porte plainte avec la LICRA, etc. J'ai souligné un petit peu dans ma vidéo l'hypocrisie, tu vois. Parce que quand elle insultait les musulmans, t'avais la LICRA qui avait soutenu sur Twitter. Oui, non, liberté d'expression, il faut absolument donner la liberté d'expression à cette jeune fille. C'est brillant ce qu'elle fait. Insulter les musulmans, c'est bien. Mais quand elle a commencé à clasher la communauté juive, avec Adi Dolph et son copain apparemment qui était un supporter du Troisième Reich, bah là, il y a une plainte. Tu vois, c'est un peu un deux poids, deux mesures. Quand j'invite Dieudonné et qu'il a fait des vannes, bien sûr que c'était des vannes limites. Bien sûr qu'il allait loin. Mais la liberté d'expression pour lui, elle n'existe pas. Nous, on le blacklist. Il s'est pris des arrêtés préfectoraux. C'est-à-dire, en France, il ne peut pas jouer. On te dit, ton métier, ton taf, tu le fais pas. À lui. Quand il est venu ici dans la région, il allait en Allemagne jouer. Ouais, j'ai vu ton vlog. Le vlog là que j'ai fait, parce que j'ai dû aller en Allemagne parce que le mec, il donne son adresse 1 heure avant, machin, pour ceux qui veulent le voir en spectacle. Eh ben, on te dit, tu ne joues pas. La liberté d'expression pour toi, elle n'existe pas. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est un truc que j'aime pas. C'est deux poids de mesure. Voilà. Soit tout le monde parle, et vas-y, on discute. Dans le respect, bien sûr. Dans le respect, mais tout le monde parle. Même dans le pas-respect. Charlie Hebdo. Pourquoi Charlie Hebdo, il ferme pas? Si Dieudonné, il n'a pas le droit de faire son spectacle, je dis OK, bah alors on ferme Charlie Hebdo. Parce que eux surtout, aussi, là, t'ouvres une bonne parenthèse, c'est que récemment, Charlie Hebdo, ils se sont moqués un peu des victimes dans la station de ski là, à Crans-Montana, je crois. Crans-Montana, ouais, exactement. Et je trouve ça affligeant. Mais bien sûr. Se moquer des victimes comme ça, et je me dis, c'est quoi la limite en fait? En fait, il n'y a pas de limite. Non, y a pas, on y va. Il n'y a pas de limite pour eux. Bah oui, voilà, oui, c'est ça que j'aime pas. C'est ça. En fait, c'est que moi, c'est pas ma famille. J'étais pas moi. Des fois, les gens, en fait, on se dit, mais punaise, l'être humain, comment il peut être con à ce point-là, quoi. Mais c'est même pas. C'est juste ce deux poids, deux mesures qui, pour moi, il est insupportable. C'est ça, c'est clair. Moi, j'ai pas ma famille là-bas. J'ai perdu personne. Donc finalement, je regarde ça avec un œil extérieur. J'analyse, je regarde ce qui s'est passé. C'est un drame. On en a parlé avec Dieudonné. Mais bien sûr. L'alcool, etc. Les jeunes, dans quoi ils baignent. Ça, c'est une question de valeur. Voilà. On en parle. Et ça, je suis très critique vis-à-vis de ça. Mais par contre, commencer à se foutre de leur gueule. Ah oui, non, mais ça. Sur un journal, tu vois. Il y a des gens, il y a des mamans, il y a des papas qui souffrent. Je me mets à leur place. Bah ouais, mais c'est ça. Ça, c'est dur. Il faut être humain à un moment donné. Bien sûr. Tu es là. Comment tu peux arriver à écrire ça, des articles, des trucs comme ça? C'est ça. C'est pour ça que Charlie Hebdo ne ferme pas. Voilà. Bah, ils ont beau insulter une religion, ils ont beau insulter des milliards de gens. Ils insultent tout. Des familles, des trucs. Tout. Pour moi, ça, c'est une insulte. Tu rigoles pas de ça. Bah oui, pour moi, c'est dégueulasse. Justement, quel message tu veux passer via ton média à ta communauté, Assil? Pour qu'ils voient ce qu'on voit pas. C'est ça qui est important. C'est que quand tu as des gens qui sont pas invités à la télé parce qu'ils ont des idées, ils ont écrit des livres ou ils parlent d'histoire, de quelque chose qu'on veut te cacher. Il y a plein de trucs, par exemple, que moi, maintenant, je suis frustré de ceux qui étaient au collège ou au lycée, où tu te dis, bon, moi, au lycée, on m'avait pas parlé de ça. Pourquoi on me raconte pas pourquoi, par exemple, Kennedy, il est mort? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a eu cette année-là? Il y a plein de trucs qu'on m'explique pas. La guerre mondiale, pourquoi il y a eu la guerre mondiale? Pourquoi il a eu la première? Pourquoi il y a la deuxième? C'est qu'on te le dit, mais en surface. Ce qu'on veut que tu saches et ce qu'on veut que tu penses, on te le dit. On te ramène dans des trucs sorties scolaires, dans des camps, des trucs pour que tu vois. Par contre, on te dit pas toute l'histoire. Et ça, c'est gênant. Parce que ça, c'est donner déjà un angle de vue. Et c'est pas intéressant. Quand on te parle d'argent, de monnaie, même nous, on en parlait je te disais, le bac ES. On te parle d'argent, etc. On te dit pas plus que ça. C'est la monnaie fiduciaire, elle est créée ex nihilo, voilà, on imprime des billets, c'est ça l'argent. On t'explique pas la dette. On t'explique pas le problème qu'il peut avoir avec la dette, avec la créance, avec l'usure. Aujourd'hui, les Français, je crois qu'ils sont endettés à plus de 40 000 euros. Chaque Français en France est endetté à titre de crédit à la conso. Je ne sais plus le chiffre, si c'est 40 000 ou plus, mais c'est à peu près ça. On ne nous explique pas pourquoi il ne faut pas le faire. On ne nous explique pas. Mais pourquoi c'est ça qui me dérange. Et moi, quand j'invite des gens,
Je veux que les gens ils voient quelque chose qu'ils ne voient pas dans les médias. Ça leur apporte quelque chose, en fait. Ça leur apporte quelque chose et une vision qui n'est pas présentée en mainstream parce que ça dérange. Et ça, pour moi, ça crée un problème. Je ne sais pas si les gens comprennent pourquoi ça crée un problème. Parce qu'on ne veut que te divertir. On veut juste que tu rigoles, que tu fous de la gueule du monde, que tu regardes l'île de la tentation. Ça, après, tu vois, les gens, toi, tu les invites à réfléchir après. C'est à eux de choisir on va dire leur vie ou le chemin. Bien sûr. Moi, je fais des vidéos, je veux juste proposer de la qualité pour que les gens le regardent. Ouais, c'est ça, c'est clair. Pourquoi je cherche des vues? Parce que si ça fait pas de vues, c'est pas distribué. Tu sais, c'est comme quand tu as écrit un livre. Ouais, bien sûr. Tu le mets à la FNAC, si tu fais 3 ventes, tu vas le garder que pour toi. Pas trop, tu vois. Ouais. C'est clair. T'aurais dû faire un message, c'est plus facile. Tu vois. Pour revenir à ton projet, Sil, est-ce que tu considères que peut-être tu as fait une erreur durant ce projet-là? Non. Il y a un truc qui est très facile dans l'histoire, c'est essai-erreur. C'est même les animaux, ils savent ça. C'est que tu fais quelque chose, si tu as fait une erreur, ça marche pas ou ça t'a coûté quelque chose, tu changes. C'est tout. Essai-erreur. Tu dois toujours continuer à faire comme ça et à te dire, bah attends, ok, là je me suis trompé, tu vois. Là j'ai dit un truc qui était peut-être pas vrai. Bah je continue. Frère, si tu commences à avoir peur et à te dire, ouais, je vais pas faire ça parce que peut-être qu'il y aura une erreur, peut-être qu'on va pas me... Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Tu vas juste dormir comme 70 millions de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas juste dormir. Tu vas juste rien faire. Ouais. Le mec qui se dit, bah, je vais devenir footballeur, je vais devenir un sportif, ceci, cela, en général, au début, il n'a pas de chance. Il n'a aucune chance d'y arriver. On se fout de sa gueule. Au début. Mais il faut essayer. Si tu n'essayes pas de faire quelque chose, avec bien sûr, tu réfléchis avant de faire quelque chose. Tu essayes de faire ça du mieux que tu peux. Mais au moins, tu essayes. C'est une statistique qui était sortie. Avant qu'il y ait quelque chose qui marche, il te faut 10 ans pour être expert dans un domaine. Ouais. Il te faut 10 ans. Regarde ce que j'ai fait en 1 an. Tu vois, quand tu arrives à faire ça en 1 an, tu as quand même bon espoir pour les 9 ans qui te restent. Ouais, c'est clair. Mais il faut le faire. Il faut que tu ailles à fond avec tout ce que tu sais faire et que tu continues à te former. Parce que si tu te contentes de ce qui t'est présenté dans la vie et que juste tu prends ce qu'on te donne, bah, en général, on ne te donne pas grand-chose. Ouais, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Voilà. Et est-ce que là, maintenant, on peut dire que ton projet, est-ce qu'il est indépendant financièrement? Comment ça se passe côté financier? Est-ce que c'est toi, tu investis de ton propre argent à toi ou est-ce que tu as d'autres ressources d'argent? Est-ce que maintenant, justement, la monétisation et ainsi de suite, est-ce que ça commence à marcher? Tu sens qu'il y a un petit retour sur investissement? Petit à petit, ça commence. Petit à petit, ça commence parce que tu as les réseaux qui payent. C'est minime, hein. C'est très bien, mais c'est minime, mais ça commence. Tu commences à avoir des petits partenariats, je commence à être invité à des événements. Donc, ça commence à se faire. Mais je ne suis pas très dépensier, tu vois. Je ne suis pas un mec dépensier, je ne suis pas un mec qui flambe. Donc, finalement, je vis avec très peu. Mais c'est ça que je veux garder. Je ne veux pas flamber au point de commencer à devenir dépendant de quoi que ce soit. Ouais, okay. Éviter la dépendance. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Ouais. Quand vous êtes dépendant de quelque chose, en général, c'est mauvais signe, tu vois. Dépendant de n'importe quoi. Hein. Ouais, je peux te dire, alcool, truc, cigarette, n'importe quel produit, n'importe quel travail, n'importe quel... d'où, tu vois, le salariat, quand j'étais fâché par rapport à ça. Tu l'es toujours. Mais oui, mais le salariat, t'es dépendant. Ouais. Un mec qui est salarié, qui a des compétences, mais qui se lance pas par peur, tu vois, c'est quoi? Lance. Lance. Ouais. La France, elle t'offre, je sais pas, peut-être 1 an et demi de chômage. 2 ans. Au pire, tu mets un peu de côté. Mais lance. Tu vois, on a un photographe avec nous, là. Ouais, là, il est. Ouais. Lance. Ouais. Après, lance. Qu'est-ce que tu risques? Si tu es bon, et que, par exemple, on prend l'exemple du photographe, tu as juste à te former. Aujourd'hui, il y a des milliers de vidéos sur YouTube. Gratuitement. Hein. Gratuit. Juste de la volonté. Mais bien sûr, mes frères, tâte. Si tu sais pas, tâte. Si tu prends pas ton appareil, tu sors pas à l'extérieur. Tu sauras jamais ce que c'est qu'une image surexposée, sous-exposée, pourquoi ma couleur elle était pas bonne, pourquoi là mon fichier il a bugué, pourquoi là on parlait tout à l'heure des problèmes de vidéaste, pourquoi là par exemple moi ça j'ai mal fait. Moi j'ai fait un événement en vidéo et je l'ai perdu. Ah, pourquoi? Mon disque dur il a cramé. Voilà. Tu peux pas. C'est des trucs qui t'arrivent. Ouais. En général, c'est une erreur que j'ai jamais fait parce que je faisais des copies, etc. etc. Ouais. Bah, ça m'est arrivé que le truc, une fois. Je ne l'ai pas fait une fois. Une copie. J'ai perdu les données. Et c'était la bonne. C'était la bonne, tu vois.
Ça t'arrive, des erreurs. Oui, Tant que tu les fais pas, les erreurs, des Bah fois, oui. tu comprends pas. Par contre, si tu es intelligent, tu essaies aussi de t'inspirer des erreurs des autres. Bien sûr. Si Bien tu es sûr. malin. Oui. Donc, d'où les tutos, les trucs, tout ce que je te disais. Mmh. Essaie de t'en inspirer. C'est clair. Moi, par exemple, tous les gens que j'invite, je m'en inspire. Mmh. Ils se sont plantés où exactement? Ton avis sur la jeunesse actuelle? La jeunesse actuelle, c'est ce que je t'ai dit, elles sont dans un système où les pauvres, ils sont bloqués. J'ai un petit frère qui est en plein dedans. Tu sais, il a 17 ans. Je vois comment ils sont. Tu vois, des fois, ça me rend un peu triste. Je me dis, bon, comment leur faire comprendre que regarder des lives à la con sur Internet, c'est pas top, tu vois. Ouais. C'est regarder des trucs juste pour du divertissement et tout, c'est pas facile. Mais après, je me dis, bon, peut-être qu'ils sont jeunes. J'espère juste qu'ils vont réussir à faire quelque chose de plus intéressant. Ton conseil, justement, pour eux? Il faut lire. Voilà. Il faut lire, Soyons absolument. concrets, nous aussi. Concret. Il faut lire, il faut regarder des choses, même si elles t'ennuient, quand tu regardes une vidéo que moi je produis, par exemple, même si au départ, tu te dis, bon, moi j'ai un public qui est moins de 24 ans, j'en ai pas trop, tu vois. Je vois mes stats et tout. J'ai pas trop de mecs de moins de 24 ans, 18 ans, voilà. J'ai quand même des entre 24 et 45 ans, 55 ans, tu vois. C'est des gens qui sont déjà en place, qui sont déjà dans la vie active. C'est ça mon public. C'est pour ça que c'est fort aussi. Mais c'est vrai que les jeunes, il faut qu'ils s'intéressent à ça. Parce que c'est leur vie à eux. Tu vois, les gens, ouais, mais la politique, ça m'énerve, je comprends rien. Petit à petit, il faut que tu comprennes. Parce que c'est là où on va prendre ta place, sinon. À l'école, c'est pareil. Faites des trucs par passion. La passion, c'est avant tout. Et tu dois absolument faire un truc qui te plaît dans la vie, parce que sinon, tu vas souffrir toute ta vie. Et tu vas t'éteindre. Voilà. Réfléchis en le métier que tu veux faire. C'est un concept japonais, Ikigai, pour ceux qui connaissent. Ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce pourquoi la société est prête à te payer. C'est important. Il y en a qui disent, ouais, non, mais l'argent, c'est pas important. Bah, vas-y. Si. Vas-y, frère. Essaye, bon tu courage. vois. Essaye, mais bon courage. Juste un truc qui te plaît. Ouais. Après, quand tu dis, c'est plus une galère. Il y a des gens, ils font des études par dépit. Parce que moi, j'ai dû faire, tu vois. École de commerce, ouais, c'est bien, tu vois, mais bon. Et voilà, j'ai pas trop envie de faire du commerce, en fait. Non, mais c'est clair. Donc les jeunes, quand ils ont leur chance et ils sont jeunes, ils ont la vie devant eux. Les gens, des fois, ils se disent, oh, 30 ans, 40 ans, c'est vieux. Mais non, frère, à 40 ans, il te reste quasiment 30 ans de carrière. Hein. Donc réveille-toi avant 40. Peut-être 50 ans de vie, 60 ans de vie. Exactement. Donc il est jamais trop tard non, c'est jamais. de devoir faire quelque chose que tu aimes, qui te plaît. Après, c'est sûr qu'à 40 ans, tu peux pas trop devenir médecin, quoique c'est plus dur. Mais essaie de le faire plus tôt. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Le plus tôt possible. Bien sûr. Faut juste réfléchir au métier que tu veux faire. Pour pas que tu passes, comme tu as dit, tes 50 prochaines années dans la souffrance absolue à l'usine et dégoûté, tu vois. Ouais, tu te retrouves à 45 ans, arrêt maladie, t'as plus de dos, Exactement. t'as plus de genoux, et ainsi de Bah suite, non. quoi. Ah oui, après, tu dépenses tout l'argent que tu as gagné pour te soigner. C'est clair. Malheureusement, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça qui arrive souvent. Ouais, Donc clair. il faut absolument. Les jeunes, moi je les vois. Il y en a qui sont quand même bons. Hein. Non, mais bien sûr. Ouais, Moi, je suis bons. contre dire que tout est mauvais, tout est. Non, il y a des gens qui essaient de s'en sortir, qui veulent faire du bien. Et de toute façon, c'est l'histoire de la vie aussi. Hein. C'est que ça change. Chaque génération a ses propres intérêts. Elle veut ça, et voilà. Mais au-delà des jeunes, franchement, le conseil, c'est aux parents qu'il faut le donner. C'est ça. À des mecs comme toi, à des mecs comme moi, des mecs qui élèvent leurs enfants dans la faiblesse narcissique, dans des valeurs de faibles. C'est ton enfant. C'est toi qui en es responsable. S'il est faible, s'il ne fait pas de sport, s'il il est dans les nuages, c'est ta faute. Tu vois ? Il ne faut pas en vouloir à lui. Non, lui, regarde ce qu'on nous propose à la télé. Les émissions qui sont proposées, les émissions qui font des vues, les trucs sur YouTube, sur Internet, c'est que des trucs pour te divertir et pour te sortir de la réflexion et d'un minimum de sagesse. Quand les gens font du contenu, quand c'est bien produit, regarde les émissions de merde un peu. L'île de la Tentation, les trucs qui sont vraiment... Les ch'tis à Mykonos. Les ch'tis à Mykonos, là, ils vont relancer les anges ou je sais pas quoi. Ouais. Tu peux dire ce que tu veux. C'est bien fait. Bah, bien sûr. C'est bien fait, c'est bien produit. Le message, il touche. Quand toi, à côté, tu produis un contenu qui, déjà, de base, peut ennuyer le jeune. Qu'est-ce que tu veux lui parler d'actualité, de politique et tout. Donc, essaie de passer ça avec un peu de punchline, un peu de clash, un peu de trucs marrants, attirer un peu de gens. C'est intéressant. Et c'est au moins... Imagine, tu as vu sur les 800 000 vues que j'ai fait avec Soral, tu as, 50 jeunes qui décident au moins de lire un livre sur la laïcité, sur la République, sur comment c'est fait l'État, comment la démocratie, la 5e...
République. Juste tout ça. l'histoire, en fait, aussi. Juste C'est qu'il faut comprendre. un truc d'histoire. Voilà, un truc d'histoire. Un truc d'histoire. Qu'il faut, en fait, l'histoire, c'est la base de tout. Pour comprendre pourquoi on en est là, peut-être qu'est-ce qu'on fait ici, le pourquoi du comment. En fait, souvent, on va prendre juste là, maintenant, l'instant présent, mais regarde ce qu'il y a eu derrière. Bien sûr. Pour qu'on arrive. Mais s'il y a un gamin qui va dans la bibliothèque de ses parents, il sort un livre, au lieu de regarder de la merde à la télé, il sort le livre, il lit une page. J'ai gagné. Ouais, c'est clair. C'est tout. C'est tout ce que je cherche. Mais sauf qu'il y a des gens qui ont compris ça et d'autres qui sont encore dans la matrix de non, mais bon, si les gens ils veulent, ils liront mon livre et ils feront truc. Mais... il faut pousser un peu les gens vers ça. Il faut produire des trucs de qualité comme toi tu fais, comme nous on fait, comme on essaie de proposer. Il faut absolument. On arrive vers la fin un peu de l'interview, Assil. Aurais-tu un remerciement à faire? Je remercie toujours le public, la communauté et le public. Parce que pour moi, il n'y a que eux qui décident. Je pars de ce principe. Tu sais de qui j'ai appris ça? De Cyril Hanouna. Il dit toujours la même chose à la télé. C'est des messages qu'il faut retenir. C'est le public qui décide. Je dis toujours ça. Et c'est le public que je remercie parce que c'est toujours le public qui regarde, qui donne de la force, qui valide ou pas. Faut jamais mal le prendre. Quand le public aime pas, c'est que tu as fait un truc pourri. Ouais, bien sûr. Cherche juste pourquoi. Ah oui. Mais c'est le public qui décide. C'est la majorité, c'est la communauté, c'est les gens qui décident. Toi, tu as cru que tu as fait un truc bien, un banger. T'inquiète, tu vas le poster, ça va faire grave des vues. Ça fait pas de vues. Pose-toi juste la question pourquoi. Ils sont pas kiffés, il y a un truc qui va pas, ou ils t'ont pas senti sincère. Dernière question, Assil. Est-ce que tu as aimé cette interview? Franchement, grave cool. Première interview, les gars. Je sais pas si tu l'as fait au bon moment, trop tôt, peut-être qu'on en refera une. Voilà. Mais ouais, franchement, c'est bien. C'était cool. Bien. Moi, franchement, j'ai bien aimé ton interview. C'est bien ce que tu fais. C'est léger. Continue à inviter du monde, continue on va essayer. à bien évoluer. Voilà, si jamais tu as besoin de questions, tu as besoin de conseils, tu me dis. Ah, mais c'est pareil. Mais c'est ça. Hein. De même. Merci. Il faut donner un peu de force, il faut essayer de partager, hein, les gars. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez la page, boostez la vidéo aussi pour ceux qui ont des points de boost sur YouTube. Ça, c'est gratuit. Donc voilà, ça aide pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi pour ce moment. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve à la prochaine interview. Merci. Ciao.